On va se régaler dans cette troisième partie de 72 Sports, à Sport Automobile donc au programme et 24 heures du Mans évidemment au programme avec la liste des engagés qui a été officialisée il y a quelques jours maintenant par l'Automobile Club de l'Ouest pour cette 92e édition qui s'annonce donc exceptionnelle. Pour en parler autour de la table, Bruno Palmé, bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir également Bruno Van de Stick. Bonsoir Antoine. On est très heureux de vous retrouver tous les deux, vous les grands spécialistes évidemment des 24 heures du Mans. Je rappelle que Bruno Van de Stick, vous êtes le speaker officiel d'ailleurs des 24 heures du Mans, ça sera encore le cas. Une nouvelle fois, ça fait combien de temps? Ça fait quand même pas mal d'années là. 3 décennies, allez, voilà. Et cette 92e édition, elle va être marquée par sa liste d'engagés. Il y aura d'autres choses qui vont marquer évidemment cette 92e édition en 2024. Et la liste des engagés vient donc d'être dévoilée et c'est quasiment historique. 23 hypercars engagés, c'est la catégorie Rennes. Ouais, Bruno, on peut le dire, c'est quasiment historique d'avoir 23 voitures engagées pour la catégorie Rennes. Surtout 23 voitures dans la catégorie Rennes, oui, des hypercars, puisque ça fait seulement 2 années pleines que les hypercars fonctionnent aux 24 heures du Mans. C'est vrai que c'est un plateau exceptionnel, vous l'avez dit, on ne manque pas de superlatifs. Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'en termes de concurrence, d'adversité, c'est peut-être ce qu'on a eu de mieux depuis, je ne vais pas dire un siècle, mais quasiment. Il n'y a jamais eu autant de marques, de constructeurs présentes dans la catégorie Rennes. C'est vrai que Bruno, on avait déjà pour l'édition du centenaire pas mal de concurrents et non des moindres. Il y avait du lourd, Cadillac, Porsche, Toyota, Peugeot. Et il y aura encore plus de concurrence en 2024 avec donc l'arrivée d'Alpine, BMW, Lamborghini et Isotta Fraschini. Ça va être dingue. Ça va être dingue. En fait, moi j'ai envie de dire c'est le plateau de l'histoire de toute façon. Depuis 1923. Parce qu'on n'a jamais eu autant de grands constructeurs présents. Quand on regarde la liste, on en a 14. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y en a un peu pour tous les budgets. Vous avez vraiment du constructeur généraliste. Je citerai en premier Peugeot. Et puis, je mettrai aussi Toyota dedans, il ne faut pas croire, parce qu'effectivement, au niveau des premiers prix d'accès, la gamme Toyota est bien. Et puis, plus on avance, plus on monte vers des marques premium. Alors, c'est vrai qu'on cite des marques après qui ne sont pas accessibles à tous les budgets, mais ce n'est pas grave. Elles apportent aux 24 heures du Mans leur part de rêve et d'émotion qui, depuis 1923, fait le succès de l'épreuve. Et c'est ce que je trouve vraiment extraordinaire. Mais 14 constructeurs comme ça. Le premier constructeur mondial Toyota est là. Cadillac représente évidemment General Motors qui est un grand constructeur, Peugeot, Stellantis. Globalement, quand on regarde bien tous ces constructeurs, ça fait des centaines de milliers d'emplois partout à travers le monde. Et je trouve que c'est bien aussi de le dire, ça fait partie de l'impact économique et une valeur forte de l'endurance et notamment des 24 heures du Mans. Comment on peut expliquer l'attrait des 24 heures du Mans pour ces nouveaux constructeurs qui arrivent, Bruno ? Comme vient de le dire Bruno, c'est vrai qu'il y a une question de coût. Les coûts ont quand même été diminués ces dernières années. Eu égard aux accords... Le coût pour participer, c'est ça, participer aux 24 heures, mais aussi au championnat, puisque la plupart des voitures, les 2 tiers des voitures participent au championnat du monde WEC, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qui débute ce week-end à Doha, au Qatar. Mais tout ça est dû aussi aux accords qui ont été passés entre l'ACO et l'IMSA aux États-Unis. Il y a une passerelle, ça veut dire que certains, aujourd'hui, peuvent courir aux États-Unis et en Europe ou dans les courses du WEC avec la même voiture. Et cette passerelle-là, elle est fondamentale dans l'histoire de l'endurance en général et des 24 heures du Mans, puisqu'elle permet aujourd'hui d'avoir un nombre de voitures hyper conséquent. Et aujourd'hui, on peut même se dire, mais qui n'est pas là en fait Il manque Mercedes peut-être, Aston Martin dans la catégorie Rennes, qu'on pourrait évidemment voir dans les prochaines années, c'est un peu le serpent de mer, et puis McLaren aussi, dont on parle pour les prochaines années, mais je crois que là on a vraiment tout le gratin de l'endurance mondiale du sport automobile, c'est vraiment exceptionnel. Bruno Van de Stick, c'est le travail aussi de l'Automobile Club de l'Ouest d'avoir bien travaillé cette nouvelle catégorie, remplacer la LMP1 par la Hypercar, qui a réussi son challenge, l'ACO, de séduire les marques. En complément à ce que Bruno Palmé vient de dire, moi je dirais que tout ça c'est le fruit de plusieurs éléments. C'est pas une raison, c'est en fait une convergence de facteurs. Effectivement, un travail de concertation qui avait été déjà entamé depuis quelques années par Pierre Fillon notamment autour de l'hypercar, qui permet ainsi de produire aujourd'hui des voitures expressives,
performante, bien moins chère à exploiter que les précédentes LMP1 avec des retombées encore supérieures. C'est naturellement aussi l'héritage du Mans et également ce que j'appellerais la pertinence technique avec les systèmes d'hybridation, avec également les carburants que Total continue aussi de développer, c'est le partenaire, il faut le dire, pour les 24 heures du Mans. Ça permet de montrer que ça reste la course laboratoire. En plus de l'IMSA, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, c'est un championnat FIA, c'est-à-dire qu'en fait, on a un championnat du monde qui est cohérent. Et ce que je trouve aussi bien, c'est qu'il est cohérent dans le nombre d'épreuves. Aujourd'hui, on est à 8, et c'est bien. Ça permet effectivement d'avoir un championnat qui soit crédible aux yeux du grand public, pas de tape à l'œil quelque part, et de faire aussi passer des messages de cohérence technique. C'est-à-dire participer à 24 heures du Mans comme un championnat du monde d'endurance, ça a du sens aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve très très important. Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, a réagi évidemment à cette liste fabuleuse des engagés pour l'édition 2024. Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires et les teams engagés qui nous permettent de vivre l'une des périodes les plus palpitantes de l'histoire du sport automobile. Vous êtes d'accord avec ça, Bruno ? On est en train de vivre une période historique, que ce soit pour le sport automobile en général et aussi précisément pour les 24 heures du Mans. Ouais, le sport automobile en général, les 24 heures du Mans, parce qu'on sait aussi que la vie et la course des 24 heures du Mans est faite de cycles. Il y a eu des périodes plus difficiles où les constructeurs étaient plus que moins absents. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils reviennent en nombre, on l'a dit, pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Mais c'est sûr que là, les années qui s'écoulent et qui vont arriver, normalement, les 2-3 prochaines années, vont être fabuleuses dans le domaine de l'endurance. Ouais. Quelles sont les chances au niveau sportif pour ces nouveaux arrivants en hypercar ? On le rappelle, Ferrari qui s'est donc imposé en 2023. Quelles sont les chances pour ces nouveaux arrivants, donc Alpine, BMW, Lamborghini et Isotta Fraschini ? Moi, c'est simple, je veux dire, tout le monde a ses chances. Bon, Isotta Fraschini, on sait qu'il faudrait quand même un sacré coup de pouce du destin pour que la marque gagne. Mais pour les autres, aujourd'hui, on disait l'année pour apprendre, l'année pour gagner. Aujourd'hui, avec tous les outils de développement dont chaque constructeur dispose, sincèrement, on peut espérer faire un coup à la Ferrari à F-Corse de l'année dernière, c'est-à-dire première participation et première victoire. Donc Alpine peut le faire. Peugeot, avec la nouvelle voiture, peut le faire. BMW a déjà gagné le Mans et ne viendra pas pour faire de la figuration Lamborghini, même si ça peut ratatouiller un petit peu au Qatar pour ce week-end. C'est des courses qui sont faites pour essayer. Donc aujourd'hui, je serais tenté de dire, tout le monde a ses chances, c'est génial, mais le discours est valable en LMP2 et le discours est aussi valable en LMP3. Je vois pas de favoris et d'outsiders, moi je vois que des favoris partout. Et quelque part, au 24 heures du Mans, en juin prochain, c'est simple, malheur au premier qui décrochera. Parce que pour rattraper le wagon de tête, il faudra franchement déployer de très très gros moyens une fois sur piste. Bruno Palmet, à l'heure bientôt d'ouverture donc, du championnat d'endurance, quel est votre favori pour les 24 heures du Mans qui ne sont pas encore tout de suite, évidemment, c'est en juin, il y a encore le temps, mais à l'heure où on se parle, quel est votre favori pour les hypercars parmi donc Cadillac, Porsche, Ferrari, Toyota, Peugeot, Alpine, BMW, Lamborghini et Isotta Fraschini ? Toyota. Pour moi, je pense que Toyota va prendre sa revanche cette année. C'est la seule course que Toyota n'a pas remportée l'année dernière. Toyota vise bien évidemment le championnat du monde. Et je pense que cette année encore, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, il y a l'équipage, ils ont embauché Nick De Vries pour renforcer l'équipe. Il y a le staff, avec notamment David Fleury, le Français qui est aux manettes. Il y a l'équipe, enfin, tous les ingrédients sont réunis pour que cette voiture fasse une belle saison. Alors en championnat du monde, et pour répondre à votre question, aux 24 heures du Mans, où comme l'a dit Bruno, c'est vrai que tout peut arriver, contrairement au championnat du monde, où je pense que sur la longueur, un candidat comme Toyota va rivaliser avec Porsche, parce que Porsche, il y a l'effet du nombre. Maintenant, au Mans, oui, c'est vrai que sur 24 heures, tout peut arriver. On l'a vu l'année passée avec Ferrari, qui était quand même à plus ou moins à la peine, ou encore Peugeot, depuis le début de saison, et qui d'un coup a retrouvé du 109 pendant la course, des 24 heures. Ouais. Avec tout ça, on en oublierait presque qu'il n'y a pas que les hypercars, mais en LP2, on va aussi avoir une belle bataille, aussi à l'image de ce qu'on peut voir sur le LMS.
Oui, oui, très clairement, avec des équipes, j'en ai vu 3 françaises, Idexport, le team Duquesne et bien sûr l'équipe d'Olivier Panis. J'espère que Julien Canal trouvera aussi sa place quelque part hein, dans ces équipes-là, mais là aussi 16 voitures et tous les concurrents engagés, moi sincèrement je leur vois le même niveau de chance de s'imposer par expérience, par capacité à réunir aussi des pilotes homogènes. J'aime bien notamment l'arrivée aussi d'un certain Ben Keating qu'on avait vu gagner avec une Corvette la catégorie GTE l'année dernière, mais qui est aussi un excellent pilote de P2. Il a montré encore 24 heures de Daytona. Donc avec le team United Autosport, je pense qu'on va avoir aussi de belles bagarres, ouais, clairement. Et puis il y a également là, oui. On est d'autant plus avide de voir les LMP2 24 heures qu'elles ne figurent plus au championnat du monde en WEC, puisqu'il n'y a plus que 2 catégories, la catégorie Hypercar et la catégorie GT3. Donc c'est vrai que les LMP2, avec quelques équipes françaises qui vont participer au championnat ELMS, mais seuls les 24 heures leur proposent encore cette année d'être présents, de figurer parmi les professionnels, parce qu'il y a des années où il y a eu plus d'amateurs que de professionnels aux 24 heures, mais c'est vrai que là, cette année, étant donné le succès en hypercar comme en GT3, c'est principalement des teams professionnels, des constructeurs, les petits, qui sont importants quand même et qu'il faut arriver à préserver dans l'histoire des 24 heures, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on aura encore besoin d'eux dans quelques années où les constructeurs sont peut-être moins nombreux. On sera aussi content de trouver des, entre guillemets, des petits, hein, ça n'a rien de péjoratif, mais des teams privés, quoi. Et puis la GT3 qui rencontre aussi et toujours le succès avec des marques prestigieuses comme Aston Martin, Ford et puis McLaren. 9 marques en fait, Aston Martin, BMW, Ford, Ferrari, McLaren, Lamborghini, Lexus, Corvette, Porsche. Moi je trouve ça génial. Alors évidemment il y a un personnage qui va attirer tous les regards, clairement c'est Valentino Rossi, c'est bien. Mais ce que je vois quand même c'est que Ford revient aux 24 heures du Mans. Et ce que je vois également c'est que BMW fait partie de ces constructeurs qui vont engager aussi comme en hypercar une équipe officielle, même si les teams sont privés dans cette catégorie. Mais pas que. Pour moi, le grand fait notoire, c'est Lexus. C'est-à-dire, en fait, c'est la marque premium de Toyota. Pour la première fois, Toyota est présente au Mans sur 2 tableaux. Le groupe Toyota en hypercar avec Toyota, dans cette catégorie GT3 avec Lexus, et dans un team qui est en fait structuré par un certain Jérôme Polican, qui au passage a Road to Le Mans, enlevé de rideau des 24 heures du Mans l'année dernière, était le coéquipier d'un certain Valentino Rossi, et qui a une très belle expérience aussi de l'endurance. Il a même été l'un de ceux qui ont joué les Michel Vaillant quand on a eu le tournage du film, ou même encore avec la Courage Vaillante, ça nous ramène à quelques années en arrière. C'était 97, mais c'est ça qu'il faut retenir. Lexus, on a même débauché un certain José Maria Lopez qui était sur les Toyota hybrides GR010 pour le passer chez Lexus comme capitaine d'équipe. Donc attention, Toyota va jouer sur 2 tableaux et le fait de voir des constructeurs engagés sur les 2 tableaux, même si en GT c'est avec le soutien de teams privés, ça va être quand même très 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 fort. On en a l'eau à la bouche. Merci beaucoup de nous avoir bien vendu cette 92e édition des 24 heures du Mans. Ouais, je voulais juste ajouter qu'il y aura un match dans le match dans la catégorie hypercar. On n'en a pas parlé parce que c'est la première fois dans l'histoire des 24 heures du Mans que les 2 monstres, Peugeot et Alpine, vont s'affronter. Peugeot qui a gagné à 3 reprises de son côté et Alpine en 78, mais c'est la première fois dans l'histoire où les 2 teams français, les 2 constructeurs vont s'affronter. Là aussi, un genre de match de ce genre, Lamborghini-Ferrari, parce que c'est pareil, le retrouver officiellement sur un circuit, ça ne s'est jamais vu, donc de l'orgueil et du prestige quelque part. Beaucoup de matchs, beaucoup de marques et il y aura beaucoup de spectateurs aussi sur cette 92e édition des 24 heures du Mans. Donc les dates, je les cherchais, 15 juin, 16 juin. Et on sera évidemment là avec Bruno, avec les 2 Bruno Vodestic et Bruno Palmé pour vous faire vivre donc cette 92e édition des 24 heures du Mans. On mettra les petits plats dans les grands comme on l'avait fait pour le centenaire des 24 heures du Mans l'année dernière. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette fabuleuse liste des engagés donc sur le plateau de 72 Sport. Dans quelques instants, on sera avec Matteo Ngo, le jeune athlète manceau qui nous revient des championnats de France indoor d'athlétisme avec des gros chronos sur le 60 mètres. Et à tout de suite.